Bonsoir, je profite du fait que vous êtes si nombreux pour vous rappeler qu'il existe une association de professionnels d'analyse technique, mais pas seulement de professionnels certifiés, mais aussi de gens investisseurs qui s'intéressent à l'analyse technique comme outil d'analyse des marchés. Et à ce titre, d'ailleurs, les anciens, si l'on veut, aident parfois les plus jeunes à préparer leur certification internationale qui est reconnue par la Fédération internationale d'analyse technique lors de cours que nous organisons de façon ad hoc. Évidemment que l'association, c'est un lieu de rencontre. Elle se rencontre à Genève, à Zurich et à Lugano. Et elle invite soit des experts de différents pays, soit des experts qui sont sur place à discuter des marchés. Et puis, elle a un petit flagship intéressant qui est ce journal qui existe depuis à peu près 2-3 ans et qui est publié maintenant au moins une fois par an, dans lequel on fait des revues de livres, des revues de techniques et des interviews de différents analystes qui ont déjà un certain renom. Aujourd'hui, je vais vous donner un message relativement positif du point de vue des marchés. Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Je crois que ce qui est important de se rendre compte pour 2016, c'est qu'on a eu un rebond des matières premières, que cela a permis, pendant le courant 2016, aux marchés émergents de surperformer les marchés développés, et puis que les petits soubresauts que l'on a actuellement, probablement en lien avec une hausse un petit peu globale, mais très lente pour le moment, des taux à long terme sur le 10 ans américain, mais aussi au Japon et aussi au UK et en Allemagne, enfin en Europe, font que ça induit un petit peu de nervosité à court terme dans les marchés, mais cette nervosité en fait n'est rien d'autre qu'une correction probablement très saisonnière, habituelle, qui arrive en septembre et octobre, comme chaque année, et qui permettrait normalement, vers la fin, au courant du mois d'octobre, de pouvoir acheter le dips dans les equities pour la prochaine montée. Alors, voyons de quoi il retourne. J'utilise aussi ici la plateforme IG Bank pour vous montrer que, en prenant un certain nombre d'éléments, on a la possibilité d'avoir une vue un petit peu plus à long terme. Alors, quels sont ces éléments? Premièrement, j'utilise des graphiques ici, je vais vous montrer uniquement weekly, c'est-à-dire hebdomadaire, sur à peu près 2 ans. La deuxième chose que j'indique ici, c'est le fait qu'on a les prix, et puis on a, qui se présentent ici, différents instruments sur les prix. La première est une mesure de la volatilité historique. On voit ces deux bandes qu'on appelle des bandes de Bollinger, qui sont autour d'une moyenne mobile de 20 semaines. Et puis il y en a une autre, une longue moyenne mobile de 40 semaines que tout le monde connaît parce que tout le monde, même si on n'est pas analyste technique, a entendu parler de la moyenne mobile de 200 jours, que tout le monde regarde pour y avoir une indication long terme. Et puis il y a une espèce de nuage rose qui est un peu faible peut-être depuis la salle, mais qui doit quand même se voir, qui sont ce qu'on appelle le Ishimoku Cloud, c'est-à-dire le nuage Ishimoku. C'est une technique japonaise qui est une sorte composée de 2 sortes de moyenne mobile. J'ai dit une sorte de moyenne mobile parce que c'est pas tout à fait construit comme ça, mais ça revient au même. Et ces 2 moyennes mobiles sont projetées en avant de 26 périodes, ce qui permet, est en lien un petit peu avec une perception un peu cyclique des marchés. Alors quel est l'avantage de cette technique qui, on voit, se prolonge aussi après les prix, sur la droite des prix? C'est que d'un seul coup d'œil, vous savez si votre nuage est au-dessus des prix, si vous êtes dans une tendance baissière, parce que vos prix sont en dessous du nuage. Si vous êtes les prix sont au-dessus du nuage, eh bien vous êtes dans une tendance haussière. Et dans le cas où vous êtes dans le nuage, vous êtes probablement en transition d'une tendance vers baissière, dans ce cas, vers haussière plus tard. Et puis sur la partie supérieure, j'ai souvent indiqué une force relative. Alors on voit ici la force relative, dans notre cas, des marchés émergents par rapport au S&P 500. Donc, le cuivre, on aime bien le regarder parce que c'est une sorte de leading indicator pour nous techniciens de la demande globale, de la croissance globale, si l'on veut. Ce que l'on observe en 2015, c'est une baisse très claire, et puis une transition vers un passage de consolidation.
Et pendant ce passage de consolidation, on voit que déjà les marchés émergents ont, pendant l'année 2016, qui est ici au milieu du graphique, ont déjà commencé à surperformer le S&P 500. Alors évidemment que ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est évidemment la remontée des prix du pétrole. Quand on regarde les prix du pétrole, ici vous avez un graphique depuis 1988. Il faut se rappeler en tout cas 3 niveaux. Le dernier point bas qui était de $26, ici. Celui de 41 qui représentait le sommet que l'on a eu pendant la première guerre du Golfe. Et puis un autre niveau que je choisis pour le moment qui est celui de $60 parce que j'ai l'impression qu'on va se promener un peu entre 40 et 60. En fait, on peut être un petit peu plus optimiste que ces 60 parce qu'on a ici un très bel exemple technique ou de forme technique qui annonce un retournement de tendance. On a ici le prix du pétrole, et puis sur la partie supérieure, on a la force relative des titres pétroliers aux États-Unis par rapport au S&P 500. Et on voit que les deux courbes se ressemblent au point qu'elles sont à peu près en même temps en train d'essayer de casser à la hausse une ligne horizontale que nous, en analyse technique, on appelle neckline, qui est la ligne qui enclenche une tête-épaule, c'est-à-dire une figure de retournement dont le target se mesure entre cette ligne et le point bas, ici à 26, c'est-à-dire à peu près $25 que l'on rajoute sur les niveaux de 50, ça vous donne un target autour des $75. C'est un target théorique, mais c'est au moins une information très importante parce qu'avec le momentum qui est à la hausse, on se dit qu'ici, on va probablement avoir un mouvement relativement important et durable. Alors, on a déjà vu que la hausse des commodities avait permis au marché émergent de surperformer par rapport au S&P 500. On peut regarder quels sont les marchés qui en ont le plus profité. Le premier de ces marchés, c'est le marché indien. Et là, on voit tout de suite que ce marché indien, en courant de 2016, il a cassé son nuage. Le nuage ici se trouve assez loin dans les alentours de 25 par rapport au niveau de 29 à 28 à peu près où on se trouve actuellement. Et on a de nouveau un momentum qui peut repartir à la hausse. Donc la force relative de l'Inde par rapport au S&P 500 a été relativement haussière. C'est un marché qui a été assez leader. L'autre marché intéressant qui a tiré à la hausse en 2016, alors qu'il était complètement abandonné et qu'il était mal aimé en tout cas en 2015, c'est le Brésil. Le Brésil, ici on a le début 2016, on a une très belle montée et on voit aussi qu'on se trouve au-dessus de notre nuage rose pour se prolonger dans des directions autour des zones de 42. Ça ce sont les graphiques que vous avez sont au 7 octobre. La petite pullback que l'on a cette semaine n'a pas encore remis en cause cette tendance. Et puis il y a un troisième graphique intéressant, mais qui est un peu en retard. Vous voyez que ici le graphique de la Chine. Pourquoi en retard? Parce qu'on n'a pas encore traversé le nuage sur la Chine, mais on est aussi, depuis le début de l'année, dans une tendance haussière, avec une force relative aussi à la hausse par rapport au S&P 500. Donc, avec ces marchés émergents qui surperforment, on a indiqué qu'on a un mouvement sur les taux. Alors ici, vous avez pas les taux en nature, mais vous avez le T-bonds américain, donc l'inverse des taux, et vous avez le sommet qui correspond à peu près au niveau des yields de 1,50, et puis ces niveaux-là qui correspondent à peu près à 1,75 et 2% ici. Ce qui se passe, c'est que on a maintenant un mouvement baissier des obligations américaines, c'est-à-dire haussier des taux. Pourquoi on en parle beaucoup maintenant? À cause d'une toute petite raison, qui est cette moyenne mobile à 40 semaines, que maintenant on a déjà traversé. En termes de taux, c'est 1,75. Donc tout le monde, maintenant dans les médias, vous parle que les taux américains sont au-dessus de leur moyenne mobile à 40 semaines. Ce qu'il faudra encore, c'est que cette moyenne mobile, qui est ici haussière pour les prix, tourne à la baisse. Celle-là, ça n'est pas encore fait. Donc ça veut dire qu'il faudra attendre probablement le premier trimestre de 2017 pour avoir un mouvement de taux aller au-delà de 2%. Mais le prochain target, c'est évidemment 2%. Vous me direz à 1,80, on n'est pas très loin.
Il faut se rappeler que de 1,80, on est monté de 1,50 à 1,80 assez rapidement et que très probablement, on est un tout petit peu suracheté à court terme, donc on pourrait très bien faire une petite pause à court terme. Évidemment, des taux qui montent, c'est moins intéressant d'acheter de l'or. Il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles l'or a baissé. Ce que l'on remarque, c'est qu'après une forte poussée jusqu'au Brexit, au mois de juin, à peu près, on a eu une prise de profit qui s'est rétablie, enfin, qui s'est exprimée encore récemment, la semaine dernière, de façon assez claire. Mais reprenons les choses simples, hein, notre petit nuage, ici on l'a cassé à la hausse, et on voit que le nuage offre du point de support du côté des 1250. Donc on a probablement des niveaux d'entrée autour de cette zone proche du nuage dans les prochaines semaines. Cette correction, est-ce qu'elle est qu'on a depuis 3-4 jours? Est-ce que c'est quelque chose de majeur ou c'est quelque chose de temporaire? Pour ça, les analystes techniques aiment bien regarder ce qu'on appelle la largeur du marché, c'est-à-dire qui participe à la hausse. On a ici les small caps. Lorsque les small caps et les large caps ensemble font des nouveaux plus hauts, eh bien, ou sont en tendance haussière, on est rarement à un moment où on est à un top de marché très important. Les tops de marché importants sont souvent caractérisés par une divergence où il n'y a plus que les large caps qui sont encore à la hausse, alors que les small caps sont déjà clairement dans un trend baissier. On voit très bien que c'est pas le cas, et on voit aussi que les small caps, vis-à-vis des large caps, ici, le ratio est à la hausse. Donc, ces small caps ont relativement bien participé. Donc, il y a une certaine largeur du marché qui existe et qui est présente, et donc, nous pousse à croire qu'on n'est pas du tout dans à l'instant, proche d'un top majeur. Donc, le top majeur, il faudra probablement le repousser pour bien plus tard, en 2017. Aussi, remarquez le Nasdaq. La performance du Nasdaq, au courant du mois d'août, enfin, de l'été, on fait un nouveau plus haut. Lorsqu'on fait un nouveau plus haut aussi dans le secteur de la technologie, c'est rarement un moment où les choses se retournent immédiatement. Les quelques corrections que l'on a entre le 7 et aujourd'hui nous laissent encore dans un territoire relativement positif et avec peu d'inquiétude. Donc, quid de ce qui se passe sur le S&P 500 actuellement, hein? Il y a un point clé que tout le monde observe, en particulier aujourd'hui, parce qu'on est assez proche. C'est les niveaux c'est les niveaux que l'on a vus déjà au mois de septembre 2021-10, hein, pour parler simplement, et de savoir est-ce qu'on peut casser ce niveau-là. Bien sûr qu'on peut le casser. Dans une petite correction, la tendance est haussière. Je vous montre le Klaus qui est bien plus bas, bien en dessous de 1900. Et très probablement, on peut s'attendre à ce que si une correction qui a été une première jambe de baisse ici, et s'il y en a une deuxième, il faudrait qu'on arrive à casser ces niveaux de 21-10, ça pourrait nous amener sous les niveaux de 2070. Qu'est-ce que c'est 2070? C'est la moyenne mobile montante, encore, à 40 semaines, donc la fameuse moyenne mobile à 200 jours. Donc on voit qu'on reste encore dans une phase relativement haussière. Et que très probablement, il faudra plutôt, de façon saisonnière, dans les semaines qui nous restent, au mois d'octobre, essayer d'acheter les dips. Quid du marché européen? Le marché européen, le point important, c'est la partie supérieure du graphique ici. Depuis plus que 2 ans, le marché européen sous-performe le S&P 500. Donc, ça sert à rien d'être surpondéré sur le marché européen. La seule différence qui se passe récemment depuis le milieu de l'été, c'est que les choses s'améliorent un petit peu. Le marché européen a tendance à performer comme le marché américain, S&P 500, puisqu'on a un ratio de relative strength qui est relativement flat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se trouve dans un trading range, qu'on est toujours, pour l'Eurostoxx, en dessous de notre nuage, et que si l'on casse les niveaux de 2900, éventuellement, on peut revoir le bas du trading range vers 2800. Mais encore faut-il qu'on le casse franchement ce niveau de 2200, et je considérerais plutôt une clôture hebdomadaire comme importante plutôt qu'une seule clôture journalière. L'Eurostoxx, on peut éventuellement regarder le DAX qui a l'air un tout petit peu plus positif. Pourquoi? On voit d'un seul coup d'œil que le DAX se trouve plutôt proche de casser
à la hausse au-dessus de son nuage. Donc c'est un moyen intéressant de voir qu'avec simplement ce nuage, on peut comparer tout de suite deux marchés l'un par rapport à l'autre. Il est clair que le niveau des 10 000, c'est un niveau un petit peu clé, mais que de toute façon, il ne faut pas trop s'inquiéter. Les possibilités de correction pouvant aller jusqu'à 9 750 sur le DAX avant qu'on parle vraiment de problèmes sur le côté haussier. Et puis le marché suisse, qui lui, on le voit ici par rapport à notre cloud, puisqu'on est à l'intérieur du cloud plutôt sur la partie inférieure, alors que sur le DAX, on était sur la partie supérieure. Il est un peu en retard, il est plus défensif, il est plus mou. On le voit aussi par rapport au S&P 500, une force relative qui est complètement flat depuis longtemps. Eh bien, c'est un marché qui titille aujourd'hui les 8000, ce qui ouvre éventuellement une correction sur le bas de la bande de Bollinger vers les 7700. Mais on reste dans un trailing range et on n'entre pas dans une grande tendance baissière en aucun cas. Donc, je reviens sur ma conclusion. 2016 s'est caractérisé par un rebond des commodities. Ça a permis au marché émergent de surperformer les S&P 500. C'est surtout le marché américain qui est leader. Le marché européen est un peu en retrait, clairement. Et je crois que ce qu'il faut se rappeler, c'est que la correction que l'on voit ou la montée des taux que l'on peut voir sur le marché américain, c'est induit seulement une correction temporaire, saisonnière, qui est typique de septembre à octobre. Là, je vais passer la parole à Andreas. On veut, juste avant, on avait dit qu'on regardait aussi quelques points sur l'échange, avant de passer la parole à Andreas. Quid du dollar? Ici, on n'est plus à 1,12, mais on est à 1,10. On est donc plutôt sur la bande inférieure du trading range. La hausse, la baisse de l'euro, la hausse du dollar, elle est pas vraiment reflétée contre l'euro, mais évidemment, c'est reflété surtout sur le sterling. Le sterling, on n'est plus arrivé à 1,24, mais plutôt du côté de 1,22, après avoir vu 1,21 quelque chose hier. Je crois qu'il faut se rendre compte que quand on a un mouvement important, il est assez difficile de trouver un point bas. Les projections techniques sont pas toujours très utiles, mais enfin, classiques, on peut ouvrir des directions jusqu'à 1,16. Ce qui est important, ce sera de suivre de quelle façon le price action se retourne dans les prochains jours ou dans les prochaines 1 à 2 semaines. L'autre élément important, on a ici le dollar-yen. Le dollar-yen qui était coincé dans un niveau entre 100 et 104. 100, c'est un niveau important, pas seulement technique, mais aussi politique. C'était devenu un niveau politique important. Vous remarquerez d'un point de vue technique, on est venu le tester 1, 2, 3 fois. En général, on dit qu'il n'y a pas de quadruple bottom, qu'il n'y a pas de creux 4 fois de suite en analyse technique. Ça veut dire que si jamais on n'est pas capable de casser les 104 pour aller en direction des 108, qui est un objectif technique normal, eh bien, si on revient tester ces niveaux de 100 plus tard, pour une raison ou pour une autre, on aura plus de chances de le traverser que les 3 premières fois. Finalement, la devise suisse, qui est en fait presque un non-event, parce qu'on est coincé dans un tout petit range entre 1,0980 et 1,0850. Pour les traders qui s'amusent, ils observent que quand on est du côté de 1,0980, les marchés ont plutôt tendance à être positifs du côté des equities, et quand les gens ont un petit peu plus peur, on se trouve plutôt du côté de 1,0840 ou 1,0820. Ce qu'il faut espérer et supposer, c'est que si on maintient ces niveaux au-dessus de 1,09, à part quelques sessions en dessous de 1,09 comme on l'a aujourd'hui, on a des chances de voir, parce que c'est la tendance un petit peu qui se dessine, 1,1050 à éventuellement 1,11 plus tard l'année prochaine. Donc maintenant, je peux vraiment passer la parole à Andreas, qui va vous montrer quelques éléments sur IG Bank. Bonjour à tous, je suis Andreas Ruhlmann, market analyst pour IG Bank. Et je voulais profiter de cette occasion pour vous montrer un peu comment on peut appliquer ces stratégies que vous avez vues ensemble avec Bruno
car avant tout, tout d'abord, toutes ces analyses ont été effectuées sur la plateforme IG Bank, et qui est un excellent outil d'analyse, mais avant tout, c'est un outil d'exécution qui vous permet de réagir dans les marchés de façon instantanée, en temps réel. Donc là, je vais reprendre par exemple un des graphiques que Bruno nous a montré, c'est le graphique du DAX. On peut le voir qu'on est juste au-dessus du nuage. Et on va se concentrer en termes de trading un peu plus à court terme, et c'est de voir quel est le point d'entrée le plus opportun. Donc on va se concentrer sur l'action du prix qu'on a vu vraiment sur les quelques dernières semaines. Pour ça, je vais zoomer sur cette zone-là. Comme ça, on aura une meilleure idée de comment on pourrait mettre en place notre stratégie qui va comprendre généralement un point d'entrée, mais également un point de sortie en cas de perte, et pour minimiser les pertes, et un point de sortie en cas où on irait prendre un profit. Donc on voit que le marché est dans une période très hésitante, dans un range qui est relativement restreint. Donc c'est un marché qui est en équilibre, où les acheteurs et les vendeurs se neutralisent. Et souvent quand on voit ce genre de range, au moment où on va sortir de ce range, on aura un marché qui va à nouveau devenir directionnel. Donc on a vu que la tendance long terme avait un biais haussier. Donc on pourrait par exemple jouer la hausse lorsque on pensera que le marché est à nouveau dans un marché directionnel où les acheteurs ont à nouveau le contrôle sur ce marché. C'est-à-dire au-dessus de ce point-là, qui était le dernier point pic qu'on a vu il y a 3 jours. Pour cela, je peux mettre un ordre conditionnel d'achat qui va automatiquement acheter le DAX, donc, à un prix légèrement au-dessus de mon pic. Donc je n'ai pas besoin d'être devant ma plateforme, cet ordre travaille dans le marché à tout moment. Je peux également ajouter un ordre de protection qui va me permettre de limiter les pertes si le scénario ne se matérialiserait pas tel que considéré. Et par exemple, je vais le mettre au dernier point bas qu'on a vu récemment, qui est actuellement au 10 340, légèrement en dessous. Voilà, comme ceci. Et comme objectif, j'aurai éventuellement la limite qu'on avait identifiée, que Bruno avait identifiée sur le graphique à plus long terme, vers 11 400. Donc je vois que j'ai une stratégie qui, en cas de perte, me ferait une perte de à peu près 400 € et un gain potentiel de à peu près 676 €. Ces ordres ne sont pas figés, on peut les annuler à tout moment. Si on aimerait changer de stratégie, par exemple, simplement en cliquant sur cette croix, et ça va supprimer l'ordre. À titre de démonstration, je voulais vous montrer comment ça fonctionne si vous vouliez entrer maintenant, immédiatement au marché. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai le prix de vente et le prix d'achat, qui est le prix de vente et le prix d'achat en temps réel. Okay. Les marchés des futurs sont encore ouverts, même le marché equity, donc vous voyez qu'il fluctue actuellement. Et je peux, par exemple, choisir d'acheter un contrat ou plus. J'ai cliqué, vous voyez que j'ai immédiatement acheté. Ça se fait en quelques millisecondes. Cette position, vous la verrez ici dans votre compte IG, où j'ai accès pas seulement au DAX, mais à toute une multitude de produits. Ça va d'actions, aux indices, aux paires de devises, aux matières premières, l'or, etc. Donc je vois ma position qui est là. Vous voyez qu'elle est ouverte. J'ai 2 contrats à 10 406. À tout moment ici également, je peux la clôturer au marché immédiatement, ou je peux mettre également un ordre de protection comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais la fermer, juste comme ça vous avez un exemple. Voilà. Juste pour vous montrer un autre exemple, je voulais vous montrer par exemple une transaction sur un titre. Je peux simplement chercher sur cette plateforme n'importe quel titre. Par exemple, prenons BMW que tout le monde connaît, qui est donc le titre allemand. Là, le marché, vous voyez que le titre fluctue en temps réel également. Pour les plus professionnels, on a également la profondeur de marché. Donc on peut réagir directement dans le carnet d'ordre. Et là, je peux acheter tout simplement 100 titres ou en vendre 100. Car vous avez aussi la possibilité de shorter des actions, c'est-à-dire de spéculer sur une action et de gagner si cette action va chuter.
Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de détenir l'action pour la vendre. Vous pouvez la vendre au prix actuel. Si elle chute, vous allez faire la différence entre votre point d'entrée et votre point de sortie. Si elle monte, ce sera une perte dans ce cas-là. Voilà, et vous voyez que j'ai ma position qui est ouverte ici, dans mes positions ouvertes. Voilà, je pense que c'était un peu l'objectif de vous montrer brièvement comment la plateforme fonctionne. On a bien entendu encore un stand en live avec des plateformes, et si vous avez des questions sur l'utilisation de cette plateforme, aussi bien au niveau de l'analyse qu'au niveau de l'exécution, n'hésitez pas. Là, je vous ai montré vraiment les bases, mais c'est un outil qui est très puissant et il y a énormément de possibilités, autant pour les novices que pour les gens qui ont beaucoup d'expérience déjà dans le trading. Je pense qu'on va maintenant avoir une séance de questions qu'on va répondre ensemble conjointement avec Monsieur Estier. Donc, si quelqu'un a des questions. Comme il n'y a pas de questions, on a encore un peu de temps, il me semble. Je vais vous montrer encore un graphique, comme ça vous avez, pour illustrer à nouveau une stratégie. Et puis pour ceux qui n'ont pas osé poser les questions, maintenant vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, nous rencontrer à notre stand. Et là vous aurez la possibilité d'ouvertement poser votre question. Je prends par exemple le SP500. Je pense que Bruno avait mentionné un achat sur potentiel, soit un retour de la moyenne mobile de 40 semaines, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc là encore une fois, on va acheter un repli. J'ai pas besoin d'être devant les écrans à tout moment. Je peux simplement mettre mon ordre d'achat lorsqu'on va toucher les 200 jours, qui est actuellement à 2070. Et automatiquement, si le marché retrace, on aura un achat qui va se faire sur la plateforme sans que vous ayez à monitorer le marché à tout moment. Donc c'est assez idéal pour quelqu'un qui n'est pas forcément les yeux rivés sur le marché 24 heures sur 24. Voilà. Sachez que les indices cotent 24 heures sur 24 sur notre plateforme. Les devises cotent également 24 heures sur 24. Les actions, bien sûr, c'est durant la session de marché. Voilà.